depuis quelque temps, on va régulièrement faire des petites interviews par Skype pour rencontrer les médecins de chez nous qui, au quotidien, continuent à faire face à l'épidémie, chacun dans sa spécialité. Aujourd'hui, je propose d'aller voir, jour férié oblige, enfin jour férié, il n'y a pas de jour férié pour eux. Je vous propose de traverser une partie de la France, un voyage virtuel pour aller du côté de Bordeaux, retrouver notre ami Dr Medjid Djerdi, qui est neurologue. Azoula Medjid. Azoula Samia, Alors, je rappelle qu'on se tutoie parce que j'ai beaucoup d'affection pour toi, mais que voilà, ça reste le docteur Djerdi, quoi qu'il advienne. Medjid, en tant que neurologue, on ne va pas revenir sur la définition de Achouz Dewi, le neurologue, mais tu veux le mort, on peut dire comme ça peut être de manière un petit peu résumée, mais tu as dû voir que j'ai pris l'avis de tes confrères spécialistes, chacun dans son domaine, pour savoir un petit peu quel avait été l'impact de l'épidémie sur son activité, et puis dans un deuxième temps, recueillir quelques conseils. Alors, je te vois en tenue, donc aujourd'hui, tu vas me dire que tu es toujours au travail. Comment ça se passe depuis le début de l'épidémie pour toi? Écoutez, ça se passe comme ça se passe, hein, comme un peu partout en France et dans le monde, malheureusement. On essaie de faire face à cette crise qui est tout de même majeure, qui n'est pas que sanitaire finalement, qui touche tous les secteurs de la vie, toute l'humanité, et chacun malheureusement vit cette situation comme il peut. Voilà. ماشي دايرين سهلا الحوايج واعرين شطوح parce que chaque pays, chaque région, ça a des moyens malheureusement limités. En plus de ça, c'est une circonstance qui nous est totalement inconnue. C'est un virus ما تشم نعاود ندير كل يوم pathologie du virus sanguinien, il est totalement inconnu, à la fois pour les scientifiques et même pour tout le monde d'ailleurs. Et concrètement, est-ce que vous étiez prêt vous aviez un protocole face à ce type d'épidémie, enfin, à des épidémies? Comment ça s'est passé? Ou est-ce que vous avez été comme beaucoup de personnel de santé un petit peu démunis les premiers jours? Personne n'a été prêt finalement face à cette épidémie. On l'a gérée comme on a pu la gérer. Je pense qu'ici en France, on n'est pas les plus mauvais, même si l'Europe est un gros cluster. C'est la région du monde la plus touchée, même si le virus c'est la Chine. Mais tous les moyens ont été déployés, tous les moyens ont été mis en place, à la fois humains, à la fois aussi financiers, matériels. Et l'idée, c'est finalement d'essayer de limiter la casse, si on peut dire ça comme ça. Voilà. C'est sûr que même au sein de la communauté médicale, les spécialités n'ont pas vécu et ne vivent pas cette épidémie de la même manière. Je pense qu'on va aborder un peu comment les neurologues ont vécu cette crise. Déjà, au-delà du fait qu'on aide beaucoup à la prise en charge des patients, on se mobilise et on s'est mobilisés tous, à la fois dans le secteur public hospitalier que dans le secteur privé libéral. Donc on a travaillé tous la main dans la main. À Sagui, il n'y a plus de neurologues, des pathologues, d'infectiologues. À Sagui, on est tous des soignants. Il n'y a plus d'infirmières, médecins, aides-soignantes. On est tous dans le même bateau. On est tous des soignants et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Chacun aide à sa manière. Et on sort même du cadre médical, même les autres citoyens, quel que soit le domaine ils aident du mieux qu'ils peuvent. Et ça, on est tous très surpris finalement de la solidarité qu'il y a. On est tous très surpris de l'humanisme qu'il y a finalement entre les gens et toute la bonté des gens finalement du monde entier. On l'a reçu et on l'a ressenti plus que jamais. Et ça, c'est la petite
bonne chose qui n'est pas si petite que ça, mais c'est la bonne chose finalement qui a apporté ce malheur de l'épidémie. Voilà. Personne, voilà, tout le monde était logé à la même enseigne et personne ne pouvait être épargné. Et c'est le message qu'il fallait garder de qu'il faudra garder de cette épidémie. Alors, sur la situation, on estime avoir atteint le pic épidémique. On évoque déjà le confinement, la sortie de confinement, pardon. Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur ta pratique, toi, en tant que neurologue? Parce que beaucoup de spécialistes et les médias du manière générale ont fait le relais sur le fait que on voyait plus dans les hôpitaux ou dans les cabinets de médecins libéraux les patients habituels, les patients souffrant de maladies chroniques. Alors, est-ce que ça a été ton cas aussi? Est-ce que tes patients habituels ont disparu, il a fallu les rappeler? Est-ce que les pathologies que tu prends en charge régulièrement d'habitude, finalement, n'étaient plus visibles? Ça a été Il y a, ton cas? et c'est mon cas, tout comme c'est le cas de beaucoup de médecins. Alors, il y a deux parties. Il y a déjà l'impact que ça a sur ma pratique en tant que libéral déjà et en tant que neurologue. Forcément, il y a un impact. Deux choses qu'on peut souligner. Euh, il y a eu et il y a encore une grande panique. C'est une vraie situation de panique que les gens vivent, que les patients vivent, qui fait que ils ne considèrent plus leur maladie, en tout cas je parle des patients de neurologie, comme une situation grave ou comme une situation qui peut être au premier plan de la prise en charge. Donc, atas dixon ou disrohuna la rorna, atas dixon extrêmement kramen rilen khas religion khas aggravine ou sawalna la ils n'osent pas appeler parce qu'ils se disent qu'il y a une crise épidémique et il ne peut pas y avoir plus grave que cette épidémie. Et parce qu'on leur a dit, et Navid, on leur a dit des tesora, et tout, donc les gens ont gardé cette information-là de ne pas aller surcharger les hôpitaux avec le risque potentiel d'attraper les des C'est ça, exactement. Et nous, depuis le début de la crise, depuis le début de l'épidémie, on n'arrête pas de dire qu'il y a des maladies autres, il y a des maladies chroniques, il y a des maladies qui peuvent être graves, il y a des maladies déjà graves pour lesquelles il faut continuer à consulter, il faut continuer à être pris en charge, et on est là pour ça justement. La crise ou l'épidémie est gérée, mais ça ne doit pas empêcher de gérer et de prendre en charge toutes les autres maladies. Et on sait très bien qu'en neurologie, il y a plein de maladies graves. Il y a des AVC qui sont passés à côté, malheureusement, bizarrement, depuis le début de l'épidémie. On remarque un peu moins d'AVC, ce qui n'est pas le cas dans la vraie vie. On remarque que les patients parkinsoniens n'osent pas venir, même quand ils s'aggravent, parce qu'ils ils ont reçu la mauvaise consigne de pas sortir, justement. Des patients de sclérose en plaques, et j'en passe, et même des épileptiques qui font des crises d'épilepsie chez eux et qui n'osent même pas ni appeler leur neurologue, ni aller aux urgences, justement. Donc ça, on répète le message, il y a d'autres maladies graves, voire même plus graves que le Covid-19. Il ne faut pas hésiter à consulter, il ne faut pas hésiter à appeler son médecin et à aller aux urgences quand il y a des situations de gravité, des situations qui le nécessitent. Est-ce que tu as eu, oui, pardon, est-ce que tu as eu toi-même recours, par exemple, à la téléconsultation quand c'était nécessaire? Oui, alors on a recours à la téléconsultation, donc on l'a fait encore d'ailleurs pour les patients qui relèvent de la téléconsultation et qu'on peut prendre en charge simplement par de la téléconsultation. On la privilégie dans cette circonstance particulière, mais ce n'est pas le cœur de la prise en charge d'un patient. Un patient, on a besoin quelquefois de le voir, on a besoin de l'examiner, on a besoin de le voir en face finalement, puisqu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire en téléconsultation. Deuxième chose, et ça je parlerai de ma spécialité en particulier, on a pas mal de patients qui sont un peu âgés. Je parle notamment des parkinsoniens, des troubles cognitifs, des AVC qui touchent les sujets âgés, etc. Ils ne sont pas dotés, si vous voulez, des moyens technologiques pour certains
pour pouvoir faire de la téléconsultation. Donc, à défaut, ils préfèrent ne pas consulter ou annuler leur rendez-vous. Donc, nous, on insiste, s'il faut se déplacer parce qu'on n'a pas les moyens technologiques qui permettent de la téléconsultation ou parce que la consultation téléphonique ne suffit pas, il faudrait venir. Ce ne sera pas un problème de venir à un cabinet médical ou à une clinique pour être pris en charge. La prise en charge du Covid dans les cliniques, nous-mêmes, nous connaissons à Guinée, on a justement une unité Covid au sein de la clinique même, est complètement à part. C'est un circuit qui est complètement à part et il ne doit pas empiéter sur la prise en charge des autres maladies ou des autres pathologies. Donc, aucun risque, si on doit venir te voir en consultation, de croiser un patient qui est atteint de ce virus. On a tout mis en place, en fait, et on est d'ailleurs les premiers à mettre en place dans des structures hospitalières tous les moyens pour qu'on prenne en tout cas le moins de risques possible, à savoir des gels hydroalcooliques, on a mis en place des masques pour que les patients, dès l'arrivée à l'accueil, se procurent un masque et attendre en salle d'attente pour les voir. Donc on a mis en place des moyens. Donc il ne faut pas que les patients hésitent. Il ne faut pas que les patients se disent que le Covid est la pathologie la plus grave qui soit. Non, ce n'est pas vrai. C'est une épidémie. Un SIDCA, donc c'est un virus des voies aériennes supérieures. On a une famille qu'on appelle la famille des coronavirus, dont le plus connu est la grippe, qui se transmet soit par les gouttelettes, soit par contact physique. La particularité, c'est que cette souche-là est toute nouvelle, inconnue. Elle paraît plus agressive que le virus de la grippe. Elle paraît toucher d'autres organes que le virus de la grippe, c'est-à-dire qu'elle ne touche pas que la sphère ORL et le système bronchopulmonaire, mais visiblement, déjà, les complications pulmonaires sont beaucoup plus graves que dans le cadre de la grippe. Et puis, il y a cette atteinte quelquefois multiviscérale. On a vu des atteintes dermatologiques qui ont été rapportées par nos amis dermatologues. On a eu ces manifestations que les ORL ont aussi rapportées par le trouble soit du goût, soit de l'odorat. Les ophtalmos aussi parlaient de conjonctivite qui potentiellement pouvait être un signe. Exactement, des atteintes aussi cardiaques que les cardiologues ont signalées. Et puis, il y a des manifestations neurologiques d'ailleurs. Et moi-même, j'ai vu des patients atteints de Covid et qui ont eu des manifestations neurologiques, attention, qui n'étaient pas liées, je pense, directement au virus, puisque à ce jour, on n'a pas de preuve que le virus traverse la barrière hématoméningée et va dans le système nerveux. Mais il y a des manifestations indirectes. On a beaucoup d'atteintes de Covid qui ont développé des maux de tête, des céphalées migraineuses très sévères et qui ont duré très longtemps, ou alors même des syndromes confusionnels, des troubles de la conscience. Je pense que le lien est indirect. Aujourd'hui, il y a une étude nationale qui est mise en place. Et on essaye d'inclure des patients, de recruter des patients pour pouvoir avoir un maximum de données sur les manifestations neurologiques dans le cadre de cette épidémie. D'accord. On fera un retour. Alors, si tu veux bien, parce que je ne veux pas profiter de trop abuser de ta gentillesse et de ton temps, on part donc on est sur un processus de déconfinement progressif. Il se trouve que vous êtes chanceux du côté de Bordeaux parce que vous allez sortir de ce confinement un peu avant nous, avant nous les Parisiens ou même les gens des Hauts-de-France. Comment s'organise cette sortie de confinement ? Tu es en train de rappeler, par exemple, tes patients pour reprendre contact avec ceux qui sont perdus dans la nature. Comment ça se passe concrètement ? Et en effet, on les rappelle. Honnêtement, on n'a pas attendu et on n'attend pas la date de la sortie du confinement pour rappeler les patients, parce qu'encore une fois, il y a des maladies chroniques qui doivent continuer d'être prises en charge. Il y a des maladies graves aussi qui doivent continuer d'être prises en charge. Donc, on les appelle et on les rappelle et on essaye d'organiser un système de soins qui se passera dans les meilleures conditions possibles. C'est vrai que on a de la chance ici à Bordeaux, on n'a pas été dépassé
par l'épidémie. Quelles sont tes inquiétudes à cette sortie de confinement? De voir des patients, comme tu disais, qui seront aggravés, qui auront une perte de chance par rapport à leur prise en charge? En effet, il va y avoir peut-être un effet rebond malheureusement de pas mal de pathologies, de pas mal de maladies. Je pense particulièrement au CEP, au Parkinson, qui sont des maladies chroniques la prise en charge s'effectue en fait tous les jours. On ne peut pas faire de pause pour un Parkinsonien, on ne peut pas faire de pause pour une pathologie comme la sclérose en plaques. La prise en charge est continue. Donc je pense qu'on risque d'avoir malheureusement un effet rebond. Ça, c'est une des choses. L'effet rebond peut aussi être lié à tout ce choc post-traumatique que les gens vivent, à toute cette situation psychologique très complexe et très compliquée que les gens vivent. Et vous savez très bien que les chocs post-traumatiques, le stress aggrave certaines maladies chroniques. Pareil, je reviens au Parkinson et à la CEP. Il y a aussi le stress qui est considéré comme un facteur de risque indépendant, évidemment pas majeur, mais c'est un facteur de risque des AVC et des infarctus du myocarde. Donc je pense qu'on va avoir des conséquences malheureusement très négatives sur beaucoup de maladies, que ce soit en neurologie ou dans les autres spécialités. Donc, malheureusement, même si on sort du confinement, il va falloir continuer à rester vigilant, pardon, ça c'est le mot d'ordre pour tous. Vigilant, oui, exactement, mais tout en étant doté du bon sens, en fait, tout en ne cédant pas à la panique. Et encore une fois, il y a un climat de panique qui ne devrait pas avoir lieu, malheureusement. Irrationnel, ouais. Oui, les gens sont très inquiets, les gens sont très stressés. Les mesures de distanciation physique, les mesures de prévention sont claires et très simples aussi. On ne va pas revenir sur le mécanisme d'action ou alors les modalités de transmission, on les a tous compris. À partir du moment où on laisse cette distanciation physique, ce qu'ils appellent distanciation sociale, j'aime pas le mot distanciation sociale parce que ça renvoie plus à quelque chose de sociologique que de médical. Moi, je pense qu'au contraire, les liens sociaux se sont beaucoup renforcés justement depuis cette épidémie. Mais à partir du moment où on laisse cette distanciation physique, à partir du moment où on se lave les mains un peu plus, voire beaucoup plus qu'avant l'épidémie, que d'habitude, à partir du moment où on essaye, si on est très proche de la personne en face, on porte des masques, je pense qu'on limite beaucoup le risque de transmission. Et il ne faut pas qu'on devienne paranoïaque par rapport à ça, il ne faut pas qu'on panique par rapport à ça. Donc le bon sens de chacun, ça c'est le mot d'ordre et c'est quelque chose de très important. Et puis agir avec une certaine raison et non pas partir dans des délires affectifs comme ce qui se passe dans pas mal de régions ou chez pas mal de gens. Donc ça, c'est très important. Merci, Dr. Jordi. À moins que tu veuilles ajouter quelque chose, non? Alors, je voulais rajouter une chose qui est très importante en fait. C'est sûr que chaque jour, on nous annonce un certain nombre de décès ou de contaminés ou de personnes ou de patients qui sont en réanimation. Les chiffres sont affolants et je pense que c'est entre autres de là d'où viennent justement toutes ces paniques ou ce stress. Quand on regarde de manière qualitative les patients en réanimation ou les patients qui décèdent, on les déplore tous. On voit que ça concerne essentiellement le sujet âgé, c'est plus de 82%, je crois, voire même plus. Tu parles de moi? Âgé, non, tu es encore jeune, Samia. C'était pour te déconcentrer. Encore très jeune. Donc, ça touche beaucoup plus le sujet âgé et les sujets fragilisés qui ont ce qu'on appelle des comorbidités. Des personnes ou des patients qui ont déjà des maladies très lourdes. La plupart des cas
sont soit asymptomatiques, soit développent un syndrome grippal ou bronchique qui est tout à fait gérable spontanément en restant à domicile ou alors en ayant été hospitalisé. Donc, on ne doit pas céder à cette panique et de se dire oula, j'ai attrapé le virus, je vais me retrouver en réanimation. Donc, qualitativement, les gens qu'on a en réanimation, pour la plupart, sont des sujets âgés et des sujets, évidemment, qui sont malheureusement porteurs de maladies lourdes. Pas de panique par rapport à ça. On peut être contaminé sans forcément faire de symptômes, ou alors faire des symptômes tout à fait légers. Donc, ça, c'est très important à entendre. C'est quelque chose d'assez rassurant, finalement. Oui. Même on essaye de trouver à chaque fois des arguments ou des messages un peu rassurants dans ce climat de détresse. Effectivement, gardez à l'esprit qu'il y a de plus en plus de personnes qui guérissent, que les services de réanimation se vident petit à petit, mais qu'effectivement, ne levons pas la garde, restons prudents. Je pense que c'est le mot d'ordre qu'il faut garder. Je vais remercier vraiment, au travers de cette interview, une fois de plus, les professionnels de santé qui sont là, auxquels on ne pense pas suffisamment et qu'on apprécie aujourd'hui de trouver pour prendre soin de nous. Rappeler les initiatives humanitaires dont chacun d'entre vous, professionnels de santé ici, faites preuve. Je sais que toi, on t'a beaucoup sollicité pour Tête d'Elsie et tout, donc je sais que voilà, en plus de continuer à exercer jour après jour ta profession, tu as répondu à beaucoup de sollicitations, on t'en remercie. Et puis quoi d'autre, je te dirai à bientôt. À bientôt. C'est pas la même situation en Guinée, mais quand je vois le bon sens qu'ils ont, quand je vois les initiatives qu'ils ont prises, c'est très très courageux de leur part parce qu'ils sont d'emblée conscients ça a les moyens ou ça avec toutes les aides dont on bénéficie les Guinéens. Donc, ils vivent une situation, à mon avis, qui est beaucoup, beaucoup plus difficile. Donc, toutes mes pensées vont à ces régions qui souffrent finalement. Merci, Dr. Djerdi. À très bientôt. Et William Guez.